Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous très bien. On enchaîne du coup toujours dans notre thème 4, sur les médias et la communication dans l'actualité, à notre ère contemporaine. Et avant de voir les nouvelles problématiques que nous avons euh, actuellement avec ces médias et cette communication, on va revenir un petit peu dans l'histoire et on va voir aujourd'hui notre axe 1, les grandes révolutions techniques de l'information de Gutenberg à nos jours. Donc nous allons un peu retracer en quelque sorte l'histoire de l'information, des médias, de la communication. Et surtout, ce qu'on va voir, d'accord, c'est que ces médias, cette communication ont eu un impact certain sur l'histoire et sur nos modes aussi de fonctionnement en société. Alors voilà, ça va être assez historique, mais c'est assez important. J'avais déjà fait une vue globale de tout ce qu'on pouvait avoir lors de l'introduction de ce thème 4. Là, on va aller un peu plus en détail et on va un peu plus expliquer toutes ces problématiques. Alors, tout d'abord, je vous ai mis deux documents sur ce diapo. Euh, Deux documents qui sont très intéressants. Alors, j'aurais aimé qu'on discute un petit peu de ces documents, voir déjà si vous les reconnaissez. Donc, vous pouvez prendre quelques minutes pour vous demander si vous reconnaissez ces documents, dans quelle période ils ont été produits, qu'est-ce que ça signifie. Donc voilà, je vous laisse 2 minutes. Je vous conseille de faire pause parce que voilà, juste un petit silence. Ok. Donc en l'occurrence, ces deux documents sont deux documents qui ont été émis lors de grands événements qui ont un lien avec les médias et la communication. Comme vous vous souvenez, on a dit que la radio avait connu une véritable naissance, en tout cas pour le public, à partir des années 1920. Sauf qu'on avait vu que c'était compliqué parce que justement, elle n'était pas forcément accessible, c'était très cher, voilà. Cette radio, elle a commencé à se démocratiser réellement au moment de la guerre, et ça a été un outil très précieux, d'accord, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été un outil très précieux puisqu'elle a permis aux résistants de communiquer entre eux par des messages secrets ou non. Et vous le voyez sur notre photographie à gauche, qui est une photographie du général de Gaulle, qui va lancer l'appel aux Français, aux résistants, le 18 juin 1940 via la radio. Donc il va appeler les concitoyens français à résister aux nazis, à résister aussi aux collaborateurs français, etc. Et donc c'est quelque part très symbolique, un acte un petit peu, un tournant, si vous voulez, dans la Seconde Guerre mondiale, que cet appel du 18 juin, qui est réalisé via la BBC, donc une radio anglaise, et qui a été bien évidemment diffusé sur les ondes françaises. Donc, c'est un événement qui montre à quel point le média est important, puisque l'appel radio, et il est, si vous voulez, en direct, d'accord. Quand on écrivait dans la presse, il n'y avait pas de direct, d'accord. Vous deviez faire publier votre journal. À ce moment-là, on sait que les journaux, ils sont totalement contrôlés par Pétain, par l'État français. Donc, très difficile de faire passer une information telle que la résistance, hein, vous imaginez bien. Du coup, le fait que ce mode de communication en direct, pouvant être reçu partout à partir du moment où on avait un poste de radio, même presque illégalement, eh bien, c'est un plus qui a permis à un tournant de l'histoire de se réaliser. De même, un autre tournant de l'histoire, la photographie que vous avez à droite. Il s'agit d'une photo, alors ici c'est pas une photo de Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune, parce que ça c'est la première photo qu'on a eue. C'est une photo de Buzz Aldrin, donc c'est son coéquipier lors de la mission spatiale, qui est sur la Lune et qui prend une photographie à côté du drapeau américain. Alors bien évidemment, cette photographie elle a été colorisée après coup, mais c'est lors de la retransmission en direct à la télévision du premier pas sur la Lune en juillet 1969. Alors, vous voyez, ça c'est aussi un événement vraiment très important pour la bonne et simple raison, d'accord, que pour la première fois,
on allait dans l'espace, enfin on allait sur la Lune, et en plus, on allait sur la Lune, on n'allait pas dans l'espace, on allait sur la Lune, et en plus, on a pu retransmettre plutôt, ces images en direct à la télévision. Donc pareil, une notion de direct, une notion de l'événement important, dans un contexte de guerre froide, avec, si vous voulez, une mise en avant des États-Unis comme puissance spatiale. Donc tout ça, c'est très très intéressant au niveau de l'information et de l'influence que peuvent avoir du coup ce type d'événements retransmis en direct, parce que ça a donné une véritable force aux États-Unis. Voilà, donc on pourrait parler de beaucoup d'autres événements un petit peu retranscrits, mais j'ai choisi ces deux-là car ils sont emblématiques et normalement vous les connaissez, surtout que ça fait pas très très longtemps qu'on a fêté les 80 ans de l'appel du 18 juin, donc voilà, ça reste dans l'actualité quelque part. Et donc ça nous amène à notre problématique pour cet axe 1, puisque on a vu qu'avec l'application de nouvelles techniques et d'innovations, dont on va parler bien évidemment, appliquées au domaine bien évidemment de l'information et de la communication, on a vu apparaître au 19e siècle des médias qui deviennent en fait des médias de masse, c'est-à-dire petite définition, même si on en a déjà parlé, un média de masse, c'est un média qui va toucher largement le public sans restriction particulière. Donc bien évidemment, au départ, la presse n'est pas un média de masse, elle le devient quand elle devient plus accessible en termes de tirage, mais en termes aussi de prix, d'accord ? Quand une grande partie de la société peut se permettre de se payer un journal. De même pour la radio, au début, pas de média de masse parce que ça reste très cher, et peu à peu devient un média de masse, et de même la télévision, Internet, etc. L'essor de la presse au 19e siècle, la révolution du son et de l'image au 20e, et enfin le développement des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication du type Internet, etc., au début du 21e siècle, ont assuré un accroissement de la production d'informations pour le grand public. Donc on a vraiment des médias de masse. Et donc nous, on va se poser comme question, déjà, quelles sont les grandes révolutions techniques de l'information ? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à pouvoir diffuser de l'information via la presse, via la radio, via la télévision, via Internet ? Qu'est-ce qui a permis, en termes d'innovation, ce genre de diffusion ? Mais aussi, quelles transformations ces révolutions provoquent-elles ? Comment est-ce qu'on passe d'un média qui va être un média restreint à un média de masse ? Et c'est ce qu'on va voir. Et pour cela, on va un peu parcourir ensemble l'histoire. Et aujourd'hui, on va parcourir l'histoire avec un point. On en verra un suivant demain, mais aujourd'hui, on verra un point, celle de l'information imprimée et donc de l'imprimerie. Et donc, on va voir grand 1, l'information imprimée, du développement de l'imprimerie à l'essor de la presse. Aujourd'hui, on va vraiment regarder l'invention et la diffusion de l'imprimerie. Et demain, on regardera plus en détail l'essor de la presse. Donc, grand A, l'invention et la diffusion de l'imprimerie. Alors, on va essayer d'aller relativement vite parce qu'il y a certaines choses que vous connaissez de vos cours de l'année précédente, mais également de vos cours du collège. On va quand même essayer de donner un peu plus de détails. Et pour ce faire, j'ai décidé de changer un petit peu les règles, puisqu'il ne nous reste pas énormément de temps avant la fin de l'année, pour essayer de vous donner le plus d'informations possible. Donc, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo pendant quelques minutes, à ouvrir votre manuel, page 288-289, et à parcourir les documents. Donc les lire, les observer, vous poser des questions au niveau de justement l'invention et la diffusion de l'imprimerie. Une fois que vous avez fait cela, je vous invite à redémarrer la vidéo puisque je vais commenter chacun de ces documents avec vous en vous expliquant un peu ce qu'ils expliquent, etc. Donc c'est un peu comme une correction, même pas d'une activité parce que c'est pas vraiment une activité, mais d'une réflexion personnelle sur des documents que vous pouvez avoir. Et en plus de ce cours vidéo, je vous transmettrai une synthèse qui regroupe un petit peu tout ce que j'ai dit là à l'oral sur ces documents, en tout cas les points les plus importants que vous pouvez mettre dans votre cours. Donc libre à vous de d'abord lire la synthèse,
alors non, avant tout de regarder les documents, puis ensuite d'abord lire la synthèse, la recopier dans votre cahier, etc. Puis prendre des notes sur ce que je vais dire sur les documents en plus, puisque bah, voilà, ça reste similaire. Ou d'abord écouter les documents et ensuite vous contenter de la synthèse. C'est comme vous le sentez. Voilà, donc vous pouvez mettre pause maintenant. Et moi, je vais continuer avec justement ces documents. Donc on a un premier document, l'introduction de l'imprimerie en France, c'est notre doc 1, donc je vous invite à le lire attentivement, d'accord. Ce document numéro 1, il pose plusieurs questions, notamment des questions du type l'avantage en fait de l'imprimerie par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, vous savez, auparavant, au Moyen-Âge, on recopiait les livres. C'est-à-dire qu'on avait de grands parchemins avec certaines inscriptions, d'accord. Et en l'occurrence, ces inscriptions étaient plutôt mal réalisées. Alors, qu'est-ce que j'entends par mal réalisé ? Eh bien, tout simplement, d'accord, on avait certaines problématiques, comme se lire en fait. Vous savez, il y a très peu de personnes qui, à l'époque, arrivent à lire, tout simplement, d'accord, arrivent à lire des documents. Et du coup, c'est réservé à une espèce d'élite. Donc cette élite, c'est soit voilà, les princes, les rois, etc., mais eux, ils ne vont pas recopier des livres, soit le clergé, les évêques, les moines. Alors en l'occurrence, c'est plus les évêques, d'accord, les moines qui vont recopier. C'est ce qu'on appelle des moines copistes. Et donc ces moines copistes, dans leur monastère, ils vont prendre des parchemins et ils vont les retranscrire. Donc à ce moment-là, déjà, il y a un problème puisqu'il y a beaucoup de moines qui ne maîtrisaient pas suffisamment le latin et donc qui n'arrivaient pas à lire les bons mots ou en tout cas ne comprenaient pas que certaines formes de mots n'allaient pas grammaticalement ou dans le sens, dans une phrase, d'accord. Donc ils recopiaient un petit peu ce qu'ils arrivaient à lire et donc ça recopiait très très mal les livres déjà. En plus, ça prenait un temps fou, d'accord, un temps fou. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, recopier à la main avec de belles lettres et bien formé, ça prend du temps. En plus, les moines, souvent, ils faisaient ce qu'on appelait des lettrines, des enluminures. Donc, le livre, à cette époque-là, c'était pas uniquement un moyen de diffuser l'information, mais c'était en fait presque un objet d'art, un objet de richesse. Donc, on utilisait, voilà, forcément des couleurs, de l'art, de l'or aussi qu'on mettait sur les parchemins et ainsi de suite. Et du coup, forcément, ça avait un impact sur le temps. Donc on avait une diffusion des livres très restreinte avec des livres qui restaient très chers parce que ça prenait du temps et en plus on utilisait des matériaux rares pour les retranscrire. L'or, la couleur bleue, vous savez que la couleur bleue au Moyen-Âge c'est très 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 cher, très très rare, etc. Avec l'invention de l'imprimerie, on reviendra sur cette invention. Alors vous savez, c'est Gutenberg, on en a déjà parlé lors de notre premier chapitre, celui d'introduction, qui invente l'imprimerie, donc c'est-à-dire une grande presse avec des caractères mobiles. Donc vous aviez comme des petits caractères, donc des lettres, des chiffres, peu importe, en acier qui étaient disposés pour former des phrases sur une presse et ensuite on pressait le papier pour avoir la retranscription du texte inscrit avec les caractères en acier. La particularité, c'est que du coup, ces caractères sont mobiles, donc on peut les changer à notre guise. Et ça, c'est très important selon ce document, puisqu'en fait, forcément, quand on va recopier les caractères, ils vont être très lisibles. Et comme ils vont être très lisibles, ces caractères, on va avoir tendance à faire moins d'erreurs lorsqu'on recopie. Donc on rétablit, entre guillemets, ça c'est ce qui est dit dans le texte, je cite, l'idée c'est de rétablir dans leur pureté les textes des auteurs latins, où on dit aussi des livres très conformes à la copie qui leur est livrée. Donc on recopie mieux les livres. Et en plus de les recopier mieux, de les recopier bien, c'est beaucoup plus rapide. Donc comme c'est beaucoup plus rapide, la diffusion se fait plus rapidement et le prix des livres baisse. Donc c'est vraiment un avantage. On prend un exemple dans ce texte,
l'exemple de Gasparino Barziza. Donc, en fait, le premier livre qui a été, je vous l'ai dit, imprimé en Europe, c'est la Bible de Gutenberg, d'accord? Donc, la Bible qui a été imprimée à Mayence vers 1450. Mais ensuite, on a eu des impressions un peu partout en Europe parce que vous verrez que l'imprimerie, ça s'est diffusé. Et du coup, le premier ouvrage qui a été, si vous voulez, imprimé en France, c'est un recueil de lettres de Gasparino Barziza. Donc, c'était un auteur humaniste, si vous voulez. Et en fait, dans le texte que nous avons ici, le document numéro 1, on juge qu'à partir du moment où il a été, si vous voulez, imprimé et non plus recopié, le livre est devenu parfait puisqu'on l'a corrigé de ses erreurs de copie, alors qu'avant il était dit corrompu. Voilà, c'est pour vous montrer un peu l'avantage justement du livre imprimé. Ok. Alors maintenant, on a en deuxième document, un document qui est très intéressant puisque c'est une gravure, d'accord, une gravure qui représente justement une imprimerie ou un atelier d'impression au XVIe siècle. Donc ce document, il est intitulé Impressio Librorum, donc l'impression des livres. Il est extrait du recueil sur les métiers qui a été réalisé par Jean van der Straet et de l'imprimeur Philippe Gall. Donc à l'époque, vous savez, on faisait beaucoup de choses du type recueil des plantes, recueil des métiers, etc. Et donc là, cette gravure, c'est pour montrer justement le métier d'imprimeur. Donc on voit un peu avec cette gravure le fonctionnement d'un atelier d'impression au XVIe siècle. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit que l'impression d'un ouvrage, elle se fait en 6 étapes distinctes. Donc, la première étape de l'impression, elle consiste à composer des plaques à imprimer à l'aide de caractères mobiles. Donc, c'est ce que sont en train de faire ces 3 ouvriers que vous voyez en rouge ici. Tout simplement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont au-dessus d'eux, vous voyez ces petites pages, en fait, ce sont des parchemins qu'ils doivent recopier. Eux, ils font les plaques, c'est-à-dire qu'ils organisent les caractères mobiles pour former les mêmes phrases que sur les parchemins. Et donc, ils forment ce qu'on appelle ces plaques à imprimer. Une fois qu'on a formé ces plaques, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut ancrer les caractères. C'est ce que fait ce personnage en bleu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la plaque d'impression, en fait, qui a été réalisée par les ouvriers auparavant, d'accord, les artisans auparavant, donc qui forment tout simplement la page d'un livre. Notre nouvel ouvrier, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre un tampon encreur et il va ancrer tous les caractères pour que, une fois qu'on presse le papier, on puisse avoir l'encre qui se dépose sur le papier et forme les phrases. Alors, c'est pas si évident que ça, hein, parce que je vous rappelle que quand on presse, ça est dans l'autre sens. Donc, il faut, si vous voulez, quand vous recopiez une feuille, il faut que les caractères soient inversés pour pouvoir avoir l'empreinte. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, alors je vais recommencer. Quand vous organisez votre plaque à impression, les caractères, vous ne devez pas les mettre dans le même sens que les caractères comme ils sont inscrits sur la feuille, puisque sinon, en fait, vous imprimez à l'envers. Donc, il faut déjà les mettre à l'envers pour imprimer à l'endroit. Donc, ça nécessite quand même un savoir-faire. Troisième étape, c'est tout simplement l'impression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous le voyez ici en vert, d'accord? On va mettre la plaque d'impression ancrée qu'on va attacher à la presse. Ensuite, on va mettre la feuille en dessous et on va presser en fait cette presse pour que la feuille soit en contact avec la plaque de caractère mobile couverte d'encre et que l'impression se fasse. Donc, il faut quand même avoir une pression, si vous voulez, suffisamment forte pour que tous les caractères s'impriment bien et de façon régulière pour éviter la mauvaise impression. Vous avez tous, j'imagine déjà, joué avec des tampons encreurs. Si vous faites une pression très très légère, vous avez un ancrage qui est très 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 superficiel, très très léger, alors que si vous appuyez vraiment, vous avez une grosse empreinte. Mais attention, il ne faut pas trop appuyer non plus parce que sinon vous ne voyez plus le dessin. Donc voilà, c'est un équilibre à avoir. Quatrième étape que vous voyez ici,
Bien évidemment, les feuilles, ensuite on enlève la presse, les feuilles sont récupérées et on doit les faire sécher. Et bien évidemment, on doit les faire sécher dans un ordre un peu logique parce que sinon on perd la constitution d'un livre page après page. Il faut les faire sécher pour éviter déjà les taches, pour que l'encre se stabilise et qu'on n'ait pas de bavure, que le livre soit propre. Ensuite, 5e étape, ce que fait ce personnage ici, on vérifie les pages. Donc qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie que les phrases, ce sont bien les mêmes que sur les parchemins de départ, d'accord? Donc il n'y a pas eu de problème lors de l'organisation des caractères. Et on vérifie aussi qu'il n'y a pas de bavure, pas de coulure, que tous les mots ont bien été imprimés. Et enfin, dernière étape, c'est l'assemblage. Donc en fait, on va créer tout simplement le livre. Donc il faut faire attention à dans quel sens ont été imprimées les pages pour qu'elles soient bien reliées dans l'ordre. Et donc c'est ce que fait cet homme au premier plan, d'accord? Il vérifie les pages avant justement qu'on ait une dernière personne qui relie le livre une fois que toutes les pages sont bien organisées. Donc vous voyez que l'impression, elle est facilitée, mais elle nécessite quand même beaucoup de main-d'œuvre, une main-d'œuvre nécessaire, mais aussi avec un certain savoir-faire, d'accord? N'importe qui ne peut pas le faire. Et donc, c'est quand même vraiment presque une industrie à cette époque qui se fait. Mais vous voyez, là vraiment, on est dans ce qu'on appelle une révolution technique, puisqu'on a vraiment une innovation, une invention plutôt, qui permet réellement de gagner du temps et d'avoir une meilleure qualité de livre et une diffusion plus grande. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, puisque nous allons voir la diffusion. Alors la diffusion, on va la voir avec ce document qui, ma foi, est très intéressant, puisqu'on voit tout d'abord les centres d'imprimerie, donc avant 1471, et ensuite ce qui se développe à la fin du 15e siècle. Donc là, on est juste sur le 15e siècle, donc vraiment au tout début de l'invention de l'imprimerie. Et vous voyez à quel point cette imprimerie, elle se diffuse énormément en Europe. Tout d'abord, notre point de départ, c'est Mayence. Donc Mayence, c'est cette ville ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais cette ville ici en Allemagne. Et donc, à Mayence, on a mis en place, d'accord, l'imprimerie. Donc, Gutenberg a inventé, entre guillemets, l'imprimerie en Europe vers 1450, là-bas. Et très rapidement, elle va se diffuser. Alors, d'abord, elles vont se diffuser dans les villes allemandes, puisqu'elles vont se diffuser, de toute façon, autour de Mayence. Donc, on va avoir notamment des ateliers d'imprimeurs qui vont s'installer principalement au départ à Cologne, à Bamberg, à Nuremberg, à Augsbourg, à Strasbourg, etc. On a aussi également un petit peu de diffusion en Suisse, à Bâle et à Beromünster, à Paris, à Séville et en Italie, à Venise, à Foligno, à Rome et à Sublacco. Donc c'est très intéressant puisqu'en fait cette diffusion de l'imprimerie, elle va suivre un petit peu la logique de l'époque, c'est-à-dire qu'on est dans la Renaissance, on est également dans l'humanisme et donc c'est là où vous avez les grands artistes de la Renaissance et ou les grands humanistes et donc qui ont besoin de diffuser leur art, de diffuser leur poésie, de diffuser leurs écrits comme Erasme et donc c'est là où on va voir bien évidemment les imprimeries se diffuser. À la fin du XVe siècle, alors il y a des centres qui se sont extrêmement diffusés déjà dans les pays qu'on a cités, donc l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Suisse, vous le voyez. Mais on va avoir également des centres qui vont ouvrir dans de nouveaux pays, comme l'Angleterre, vous pouvez voir, il y en a quelques-uns, comme les Flandres, donc les Flandres, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, voilà, par là va pas mal se développer des imprimeries, qui seront ensuite, et notamment au moment de la Révolution française, très importantes, ces imprimeries. Vous en avez aussi au Danemark, si vous regardez la carte, en Russie un petit peu, et également, d'accord, au Portugal, donc des villes qui n'étaient pas touchées. Et donc à la fin du XVe siècle, on juge qu'il y en a plus de 200 des centres d'imprimerie ouverts en Europe. Donc on voit que cette diffusion, elle est très rapide, et justement c'est la diffusion rapide et le fait que le livre va être moins cher qui va permettre
à l'imprimerie de devenir une sorte de média. Alors, vous verrez au départ, pas du tout pour l'information, mais plus pour la connaissance, dite connaissance académique, pour voilà, ou pour l'art, la littérature, etc. Mais peu à peu, bien évidemment, ça va aussi toucher, et comme on l'a vu avec les premières gazettes, l'information. Voilà. Donc, on va voir maintenant notre document numéro 4, que je vous conseille également de lire avant tout. Et donc, il est très intéressant ce document 4 parce que nous, on voit tout ça avec ce qu'on appelle un prisme européen. Quand on travaille sur l'histoire d'imprimerie, on est européano-centré. Mais en réalité, l'Europe n'a pas été l'inventeur, l'inventrice de l'imprimerie. Ce serait plutôt les Chinois, les Arabes et les Coréens qui ont eu un rôle majeur dans le développement de cette technique. Donc, là, on est sur un article qui a été rédigé par Axel Chassagnette et Olivier Christin, qui évoque plusieurs arts, dont l'art de la xylographie. Donc, comment ils la décrivent je cite, « Cela consistait à reproduire le texte imprimé sur une feuille de papier transparente qui était retournée et gravée sur une planche de bois tendre. » Donc ça, c'est la première technique qui a été inventée pour permettre de reproduire rapidement des textes. C'est une technique qui a été inventée et utilisée en Orient dès le Xe siècle. Donc en Orient, c'est pas très clair où exactement parce que c'est pas mal diffusé, mais en tout cas, on pense à l'Asie et on pense au Moyen-Orient. Ensuite, d'accord, il y a eu aussi l'invention des caractères mobiles. D'accord, Gutenberg n'est pas du tout le premier à penser aux caractères mobiles. Ça va être les Coréens qui vont utiliser dès la fin du Moyen-Âge, donc vraiment, on va dire au XIVe siècle, les caractères mobiles. Donc c'est presque simultanément avec Gutenberg, c'est un petit peu avant, d'accord? Mais quand même, ça montre que c'est pas du tout une invention européenne, l'imprimerie, même si évidemment la diffusion de l'imprimerie a été très très grande en Europe. Peut-être plus grande que dans l'Orient ou l'Asie. Voilà. Je vous invite à le lire en détail, c'est très intéressant et ça remet en cause plusieurs idées reçues et plusieurs choses aussi qu'on vous enseigne à l'école, on va dire traditionnellement. Ensuite, de même, on a un texte très intéressant, un texte du pape Innocent VIII de la Constitution intermultipliste de 1487, qui est très intéressant et que je vous invite également à lire. Il est très intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que vous allez voir, souvent, quand on a une nouvelle information, une nouvelle invention, à l'époque, on a tendance, en tout cas l'Église a tendance à la rejeter. C'est ce qui va se passer beaucoup avec les sciences, c'est ce qui va se passer avec beaucoup d'inventions. D'accord ? Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'imprimerie. Puisque le pape Innocent VIII va considérer l'imprimerie comme l'une des innovations, je cite, pernicieuse, condamnable et impie. Donc vraiment des adjectifs très très négatifs contre cette imprimerie que l'Église devrait absolument combattre. Pourquoi est-ce qu'ils veulent combattre cette invention ? On peut se dire quel est le lien ? Eh bien tout simplement parce que l'Église a très 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 peur, d'accord, du fait que l'imprimerie permette de diffuser des livres qu'ils considèrent comme mauvais. Alors pareil, je cite une phrase du texte, « Elle serait au contraire très condamnable si l'on employait cette technique de façon perverse pour diffuser des écrits pernicieux. » Alors qu'est-ce qu'il entend derrière ça ? Bien évidemment, il entend les livres qui pourraient être potentiellement soit en dehors des mœurs, soit avec des sciences qui pourraient un petit peu, si vous voulez, critiquer l'Église. C'est le cas notamment des thèses de Nicolas Copernic qui sortent à cette époque. Donc vous savez, Nicolas Copernic, c'est le géocentrisme, c'est l'héliocentrisme, excusez-moi, et non pas le géocentrisme. C'est-à-dire que pour l'Église, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, alors que Copernic prouve qu'en fait, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et ce n'est pas concevable pour l'Église qui voit un petit peu comme la création de la Terre, comme une création divine. Donc voilà.
Également, c'est très mauvais l'imprimerie, puisque je vous rappelle qu'auparavant, qui gérait la reproduction des textes, c'était les moines. Donc, quelque part, ils choisissaient de reproduire les textes qu'ils avaient, si vous me permettez l'expression, validés. Et donc là, la diffusion de l'imprimerie avec des artisans spécialisés dans l'impression va créer un manque de contrôle de la part de l'Église, qui va bien évidemment ne plus avoir, si vous voulez, la primeur du choix de ce qui peut être copié ou non. Et donc, ils craignent énormément que des mauvais ouvrages, entre guillemets, soient recopiés. Et donc, l'Église, elle va très rapidement mettre en place un système de censure où ils vont censurer des écrits. Et pour pouvoir imprimer, ils vont demander à ce qu'on leur demande l'autorisation, d'accord. Le problème, c'est que, si vous voulez, ils demandent ce qu'on leur demande, leur autorisation. Donc il faudrait faire une démarche auprès de l'Église pour autoriser un ouvrage avant de pouvoir l'imprimer. Sinon, on risque d'être excommunié et de payer une forte amende, d'accord, à l'Église. En l'occurrence, c'est quelque chose qui va se mettre en place au tout début, mais qui va être compliqué. Et justement, l'Église va manquer de contrôle. Et vous savez que c'est ce qui va amener notamment à la diffusion des thèses protestantes de Luther après 1517, pardon. Donc 1517, Luther, il va promulguer ce qu'il appelle ses 95 thèses, donc c'est des écrits qui critiquent l'Église, qui vont être interdits de diffusion par l'Église catholique, mais qui vont quand même être diffusés par les imprimeurs. Et ça va poser de gros problèmes à l'Église, qui, à la fin du XVIe siècle, va développer ce qu'on appelle un index. Donc index en latin, ça veut dire catalogue. Et cet index, en fait, était là pour répertorier tous les livres interdits de reproduction, donc qu'on n'avait pas le droit d'imprimer dans les imprimeries, parce qu'ils étaient condamnés par l'Église. Alors au début, bien évidemment, vous allez avoir les écrits, évidemment, des réformateurs de l'Église, donc Luther, Calvin, Zwingli, d'accord, qui vont être interdits. Et peu à peu, on va aussi mettre à l'index des écrits scientifiques du type les écrits de Copernic qui étaient déjà interdits, mais également les écrits de Galilée et d'autres scientifiques comme Giordano Bruno. Donc, vous voyez que l'Église a essayé vraiment de garder un contrôle pour justement contrôler la diffusion de l'information. C'est un petit peu ce qu'on voit actuellement sur, par exemple, les pays qui vont censurer la presse, comme par exemple la Turquie ou la Chine ou machin, qui vont censurer la presse pour éviter qu'on diffuse des informations critiques, par exemple, contre leur gouvernement. Et bien là, c'est pareil. L'Église essayait d'avoir déjà un contrôle dès la fin du Moyen-Âge pour censurer et éviter justement la diffusion d'idées qui sont critiques envers l'Église. Voilà. Donc voilà pour le commentaire de ces documents. J'espère qu'ils vous ont aidé à y voir un tout petit peu plus clair après votre inspection de ces documents. Et donc, vous retrouvez normalement en PDF la synthèse qui explique pourquoi est-ce qu'on va parler de révolution de l'imprimé à cette époque et quelles en sont les limites. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve du coup demain pour parler de la presse. Merci et bonne journée à tous.